Dans la vidéo précédente, nous avons regardé le fonctionnement d'une centrale nucléaire. Donc une centrale thermique qui produit de l'électricité à partir d'une production de chaleur dans le réacteur nucléaire. Cette fois-ci, nous allons examiner la question de l'accident ou du risque d'accident dans une centrale nucléaire. Pour cela, on va repartir de la façon dont ce réacteur nucléaire fonctionne. Donc, nous avons à l'intérieur du réacteur ces crayons combustibles, donc avec essentiellement formés au départ à partir d'uranium, mais qui vont petit à petit devenir plus riches, disons, en produits de fission et en plutonium. Plutonium qui d'ailleurs sert aussi à produire de la fission, donc contribue à la réaction aux réactions de fission, mais qui est un corps extrêmement dangereux. Et donc, en fonctionnement normal, on produit cette chaleur et on produit cette électricité. Et quels sont les risques que cette machine peut présenter? Il y en a de plusieurs natures. Le principal, et surtout dans ce type de réacteur, il y a un réacteur à eau sous pression ou eau pressurisée et refroidi à l'eau, et c'est ce type de réacteur qui équipe toutes les centrales nucléaires françaises. On voit bien qu'il est extrêmement important que le refroidissement du réacteur soit assuré en permanence. Non seulement en cours de fonctionnement, c'est-à-dire quand il y a fission et réaction en chaîne, mais aussi lorsque l'on arrête le réacteur, par exemple en introduisant de l'eau contenant de l'acide borique qui réduit le nombre des neutrons, qui absorbe les neutrons, ou bien en faisant jouer les barres de contrôle. Réaction en chaîne et fission s'arrêtent, mais comme il y a une radioactivité très forte qui reste dans ces combustibles, il y a une production de chaleur et une puissance résiduelle qui sont suffisamment importantes pour qu'il soit nécessaire de refroidir pendant des jours, pendant plusieurs jours, voire des semaines, de façon à s'assurer qu'il n'y ait pas une augmentation de température. Alors, c'est donc l'accident grave dans un réacteur nucléaire va se produire lorsque, justement, il y a une panne de refroidissement. Pour des réacteurs de ce type-là, c'est ce qui s'est produit effectivement à la centrale de Three Mile Island aux États-Unis, qui est exactement de ce type, qui s'est produit en 1979. Et puis, c'est aussi un accident de perte de refroidissement qui s'est produit à Fukushima le 11 mars 2011. Alors, comment cela peut se produire? Eh bien, il se passe un événement qui produit ou qui entraîne que l'on arrête le réacteur. Donc ça, c'est possible. Bien sûr, il faut que les barres de contrôle fonctionnent, mais supposons que cette opération soit possible. À ce moment-là, s'il y a perte de refroidissement, soit parce qu'il y a des problèmes avec la circulation de l'eau, ce qui pourrait être une rupture de la cuve, qui est le cas extrême, une rupture dans le circuit primaire, ou même une rupture au niveau des générateurs de vapeur, ou bien une panne d'électricité généralisée qui fait que non seulement les pompes qui font marcher à la fois le circuit primaire et le circuit secondaire ne fonctionnent plus, et même des systèmes qu'on appelle les systèmes de refroidissement de secours, qui sont éventuellement alimentés soit par le réseau, soit par des moteurs diesel, ne puissent pas fonctionner. Auquel cas, il y a une augmentation très rapide de température à l'intérieur du réacteur, donc dans le cœur. L'eau se vaporise et donc le combustible s'échauffe, les gaines se détruisent, les gaines de zircaloy qui protègent le combustible. Et donc, on peut avoir à ce moment-là une réaction entre les gaines détruites et de la vapeur d'eau et la possibilité d'une explosion d'hydrogène. C'est une formation d'hydrogène qui s'échappe dans l'enceinte de confinement, l'enceinte en béton qui protège toute la zone du circuit primaire. Et à ce moment-là, s'il y a une explosion d'hydrogène, ce qui s'est d'ailleurs produit à l'accident de Fukushima, il y a destruction possible de l'enceinte de confinement et donc
une projection de quantité de matière radioactive à l'extérieur, et on arrive à une situation de catastrophe nucléaire comme celle de Fukushima, et comme cela s'est passé sur un type de réacteur différent et pour des raisons différentes, mais pour des raisons de dysfonctionnement interne, ce qui s'est passé à Tchernobyl. Et donc on a cette problématique de destruction donc, des gaines, puis la température augmente et le combustible lui-même commence à fondre, et on a formation d'une fusion de tous ces matériaux combustibles et de tous les matériaux métalliques qui sont à l'intérieur du réacteur, et on arrive à la formation de ce qu'on appelle le corium, c'est-à-dire le cœur du réacteur qui est fondu. Donc ça, on a le cœur du réacteur qui est fondu, c'est le corium, et ce corium fondu peut percer la cuve du réacteur et ensuite percer même l'enceinte de confinement, c'est-à-dire arriver à pénétrer dans la terre ou voir la nappe phréatique qui est en dessous. Donc, deuxième possibilité, donc cette fusion du cœur, percement de la cuve et éventuellement percement de l'enceinte. Se superpose là-dessus un troisième risque qui est le fait que le corium peut soit à l'intérieur du réacteur, soit dans le bas de l'enceinte de confinement, ce qu'on appelle le puits de cuve, réagir avec de l'eau, et à ce moment-là, il peut y avoir une explosion de vapeur. Il y a eu d'ailleurs, d'après certains experts, une explosion de vapeur dans l'un des réacteurs de Fukushima, dans lequel le cœur avait partiellement fondu. Et donc, si l'on veut prétendre que l'accident grave de type Trim-Alexander ou l'accident majeur de type Tchernobyl ou Fukushima ne peut pas se produire, et s'il se produisait sur une centrale française, ce serait vraiment une catastrophe au niveau de régions entières, du point de vue de la contamination par les produits radioactifs, il faudrait pouvoir garantir ou assurer que, quelles que soient les circonstances, un tel accident ne peut pas se produire. Or, la perte de refroidissement, on l'a vu historiquement, malheureusement, d'abord peut être produite du fait de la complexité de ces systèmes par une combinaison de défaillances mécaniques sur des vannes, sur des pompes, sur des moyens d'alimentation en eau, comme ça s'est passé à Three Mile Island, qui est donc un accident grave qui s'est produit sans qu'il y ait de raisons extérieures, de type climatique ou géologique, etc. Accident qui, je l'ai dit, sur un type de réacteur différent, mais s'est également produit pour des raisons internes, c'est-à-dire une certaine faiblesse dans la conception de ce type de réacteur, mais surtout une mauvaise gestion d'une expérimentation particulière, et qui s'est produit à Fukushima du fait de circonstances géologiques et climat et particulières qui sont le tremblement de terre doublé d'un tsunami. Mais on peut aussi avoir ce type d'accident pour des événements climatiques, je dirais exceptionnels, mais pas de type tsunami. Par exemple, l'inondation qui s'est produite du fait de la grande tempête de 1999 en décembre 1999 en France, où il y a eu une inondation à la centrale du Blayais, et pendant plusieurs heures, on a craint l'accident grave, mais l'eau n'est pas montée, je dirais, suffisamment haut pour que cela se produise. Et par conséquent, on sait très bien qu'il peut y avoir des causes internes, des causes externes de type tremblement de terre. Par exemple, le Japon, on sait très bien qu'il y a une menace permanente liée à la question des tremblements de terre. Il peut y avoir des inondations à des niveaux non prévus, par exemple la rupture du canal d'Alsace à Fessenheim, ou par exemple des crues inhabituelles sur les fleuves en France qui ont pratiquement tous des centrales nucléaires à leur bord, ou des vagues et des tempêtes tout à fait inhabituelles qui ont pour conséquence qu'il puisse y avoir la perte d'alimentation électrique, la destruction
du réseau qui, elle, est un phénomène tout à fait connu. Il y a souvent des réseaux qui sont interrompus, par exemple, par des grandes tempêtes ou des pannes relativement normales. Donc des événements extérieurs de type tremblement de terre ou de type inondation, mais aussi des agressions qui peuvent être des agressions de caractère terroriste, ou des problèmes d'erreur humaine dans l'exploitation du réacteur, dans l'exploitation même, la gestion d'un accident. À partir d'un incident, on peut avoir des accidents parce qu'il peut y avoir des erreurs dans l'exploitation. Et troisièmement, la question des conflits armés, puisque depuis qu'il y a des centrales nucléaires, disons depuis les années 50, il n'y a pas eu de guerre très importante entre pays possédant des centrales nucléaires. Mais ce n'est pas du tout quelque chose qui est à négliger. Et donc, d'une certaine façon, on pourrait dire la sûreté nucléaire suppose à la fois la perfection technique, c'est-à-dire que toutes ces multitudes de vannes, de pompes, de circuits électriques, de contrôle-commande, de systèmes de sécurité, de systèmes de contrôle, de vérification, etc., fonctionnent, je dirais, pratiquement parfaitement. Deuxièmement, qu'il n'y a pas d'événements géologiques ou de tremblements de terre exceptionnels, c'est-à-dire supérieurs aux normes qui ont été prises pour la conception de ces réacteurs. Et troisièmement, qu'il y ait pratiquement la paix sociale et la paix internationale assurée, y compris par rapport aux questions de terrorisme. On ne peut donc pas affirmer cette perfection, et quand on juxtapose le fait que d'une part, les réacteurs actuellement existants en France n'ont pas pris l'accident grave en compte dans leur conception, et que deuxièmement, les autorités de sûreté reconnaissent aujourd'hui que l'accident grave nucléaire est possible en France, à ce moment-là, c'est un choix de société, c'est un choix de citoyen pour savoir si on accepte la possibilité qu'il y ait un accident de type Fukushima sur une centrale française, ce qui voudrait dire une situation catastrophique, ruineuse non seulement sur le plan de l'environnement et de la santé, mais y compris sur le plan économique, pour des régions entières.